Aujourd'hui, la démocratie est moribonde. La démocratie est censée être le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pourtant, des millions de gens ont beau manifester contre la guerre, tous les gouvernements des pays riches envoient des troupes en Irak et en Afghanistan. À travers le monde, les gens disent « Empêchez les grandes banques de continuer à voler notre argent ». Mais les gouvernements se bornent à renflouer les banques et les gens se retrouvent plus vulnérables encore. Quand des entreprises influencent chaque décision gouvernementale, quand des lobbyistes se substituent au peuple, on obtient un gouvernement des entreprises, par les entreprises et pour les entreprises. Et le peuple est réduit au rang de quantité négligeable. C'est cette menace qui pèse sur la démocratie. Voilà pourquoi nous devons réinventer la démocratie et promouvoir ce que j'ai appelé la démocratie de la Terre. La mondialisation a changé la donne. L'agriculture s'est retrouvée exposée à l'avidité mondiale, à l'avidité de l'industrie agroalimentaire mondiale. Des multinationales comme Monsanto ont eu toute liberté de vendre des semences OGM brevetées aux agriculteurs indiens. Et parallèlement, des multinationales comme Cargill ont pu faire du dumping sur le marché indien et donc réduire le prix du coton, du pétrole, entre autres. La mainmise de Monsanto sur les semences a de nombreuses conséquences. Les semences, qui étaient autrefois gratuites, ou que les fermiers payaient 5 ou 6 roupies le kilo, leur coûtent maintenant 1800 roupies les 450 grammes, ce qui revient environ à 3600 roupies le kilo. Sur ces 1800 roupies, Monsanto récupère 1200 roupies de royalties. Le coton transgénique, appelé coton BT, est censé résister aux parasites. Mais comme cette technologie est violente et peu fiable, elle perturbe les mécanismes de défense propres à la plante, qui se retrouvent menacés par d'autres parasites. Quant au parasite ciblé, le ver de la capsule, il a maintenant développé une résistance. En fait, les attaques parasitaires augmentent. D'après notre étude, on utilise 13 fois plus de pesticides dans les plantations de coton OGM. Le coût élevé des semences et l'emploi accru de pesticides ont provoqué l'endettement des fermiers. Ils ne se sont pas endettés auprès du gouvernement ou des banques, mais auprès des agents des multinationales. Quand ces agents viennent prendre possession de leurs terres, les fermiers boivent du pesticide pour mettre fin à leur jour, parce que pour eux, la terre est une mère. Aucun fermier ne peut imaginer vivre sans la terre. Le jour où on vient leur confisquer leurs terres, à cause des dettes qu'ils sont incapables de payer, les fermiers se suppriment. Voilà l'histoire du suicide des fermiers indiens. 200 000 fermiers indiens se sont suicidés. Si l'on établit la carte des États et régions où se produisent les suicides et la carte des régions où Monsanto vend son coton BT, on obtient la même carte. Même si Monsanto refuse d'admettre ce lien, les faits sont là, sur le terrain. En 1984, les événements m'ont poussé à m'intéresser à l'agriculture. Dans l'État du Pendjab, la révolution verte était censée avoir été vecteur de prospérité et de paix. C'est sur ces valeurs que Norman Borlaug, son instigateur, avait reçu le prix Nobel de la paix. Au lieu de ça, le Pendjab était déchiré par la violence. En 1984, il y a eu 30 000 morts et notre Premier ministre Indira Gandhi a été assassinée. Je me suis donc demandé pourquoi ce déchaînement de violence avait remplacé la paix attendue. Cette année-là, au mois de décembre, 3000 innocents qui dormaient dans les bidonvilles de Bhopal ont été tués par une fuite de gaz dans une usine de pesticides, propriété de Union Carbide et maintenant de Dow Chemical. Il y a eu des milliers d'estropiés et des enfants sont nés infirmes.
Je me suis alors interrogée sur l'agriculture. Pourquoi ressemblait-elle à une guerre? J'ai écrit mon livre « La violence de la Révolution verte » après une étude complète sur le sujet. Ça m'a alors valu d'être invitée à des conférences, bien que n'étant pas agronome. En 1987, une conférence a réuni les grands noms de l'industrie, BASF, Bayer, Ciba et Sandoz. Ils ont exposé leurs projets d'avenir. 5 multinationales contrôleraient l'alimentation et la santé, la moindre semence serait brevetée et génétiquement modifiée. Je me suis dit, ce contrôle de la vie sur Terre est une dictature. Que puis-je faire? Navdanya est un mouvement que j'ai initié en 1987. Ça veut dire 9 semences. C'est symbole de diversité. Mais ça signifie aussi le nouveau don. Les semences sont au cœur même du travail de Navdanya, parce que c'est ce qui manquait aux fermiers. S'ils ont leurs propres semences, les fermiers ne s'endettent pas, parce qu'ils n'ont ni semences ni pesticides à acheter. Nous avons donc créé des banques de semences et nous avons aidé les fermiers à renouer avec l'agriculture biologique et à trouver des débouchés équitables pour leur coton. La combinaison de ces 3 éléments, les semences, l'agriculture biologique et le commerce équitable, permet aux fermiers de gagner 10 fois plus que ceux qui cultivent du coton BT. Notre action a porté ses fruits. Les grandes fermes à soja et à maïs des États-Unis passent pour les formes d'agriculture les plus productives que l'humanité ait jamais inventées. Mais il n'est pas très intelligent d'insuffler 10 unités d'énergie dans un système pour produire une seule unité de nourriture. Ce n'est pas viable. En revanche, si on mise sur la biodiversité et ses effets induits, on peut produire 4 à 10 fois plus que ces exploitations industrielles américaines qui sont exportées à travers le monde comme un modèle d'agriculture de pointe. On ne peut pas raisonner en termes de rendement. Bien sûr, la monoculture qui se concentre sur une seule denrée aura une production supérieure, et la biodiversité produira moins de cette denrée donnée. Mais la biodiversité produit plus de nourriture à l'hectare que la monoculture. Nous avons des centaines de données chiffrées qui prouvent que les polycultures biologiques ont une productivité beaucoup plus élevée en termes de production de nourriture par hectare. La société actuelle a été construite sur l'idée que la nature est morte, d'où cette profonde crise de survie. Mais la nature n'est pas morte, elle est bien vivante, dans toute sa diversité. Prenez une poignée de terre. Elle contient des millions et des milliards d'organismes qui travaillent à rendre le sol fertile. Un sol vivant, voilà ce qui nous donne de la nourriture. Pas les toxiques produits par des usines explosives. Pas le phosphate, dont nos réserves ne sauraient excéder 20 ans. Pas les combustibles fossiles, déjà utilisés en quantité excessive. Les turicules de vers de terre apportent 7 fois plus d'azote que les sols classiques. 11 fois plus de potassium. 5 fois plus de phosphate. Un ver de terre qui, selon Darwin, est l'espèce la plus miraculeuse dont l'humanité ait jamais dépendue et est plus efficace que toutes les usines d'engrais du monde. Tâchons d'en prendre conscience. C'est formidable. Les pollinisateurs reviennent. Les oiseaux aussi. Nous produisons davantage de nourriture sans utiliser de pesticides. Et nous utilisons 70% moins d'eau qu'à nos débuts. Parce que le sol fertilisé par les vers de terre agit comme un réservoir dans lequel l'eau est retenue. Les réserves de semences peuvent être réduites à néant en une seule saison. Dans les régions où les fermiers se suicident, il ne reste plus de semences. Ni de semences de coton, ni d'aucune culture vivrière, parce que Monsanto a lancé un programme de remplacement. On encourage les fermiers à livrer leurs stocks. Monsanto leur distribue même de l'argent contre leurs semences. Alors les fermiers se disent « Je leur vends les miennes et je récupère les leurs ». Tous les fermiers, les uns après les autres. Et au bout du compte, plus personne n'en a. En une saison, il y a pénurie de semences.
En 20 ans, les réserves mondiales seront réduites à néant. Chacun aura beau être libre de faire ce qu'il veut, il n'y aura plus de semences. C'est pour ça qu'il faut interdire le brevetage des semences. L'humanité, dans sa grande majorité, n'a aucune envie de poursuivre sur cette voie de destruction de notre avenir. On force les gens à s'engager dans ce projet d'anéantissement pour servir la cupidité à court terme d'une toute petite minorité. En premier lieu, l'humanité doit reconquérir sa capacité à concevoir la liberté, sa capacité à exercer une démocratie véritable et profonde. Ensuite, l'humanité doit aussi prendre conscience que l'homme ne peut sûrement pas être sur Terre pour s'enrichir et faire des profits. Préserver la vie de notre espèce, la vie de la planète, l'écosystème qui permet toute vie sur Terre, voilà l'objectif suprême qui doit guider notre action.